Bonjour, je suis Mathilde Depolis, psychologue et psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Bienvenue dans Mouvement, le premier podcast pour décomplexer et parler librement de nos émotions. Un podcast qui nous met en mouvement grâce à la libération de la parole autour de ce sujet qui nous concerne tous. Mon souhait est de rencontrer plusieurs personnalités qui vont nous parler de leurs émotions, de voir comment elles les vivent, comment elles les observent et notamment de connaître leurs tips, leurs outils pour mieux les gérer au quotidien. Mouvement a l'ambition d'être un point de repère qui nous permette d'aller plus loin sur nos émotions. Let's move! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Thibaut Dumoulin, réalisateur et photographe. Il a 34 ans, il a grandi à Nantes et depuis tout petit, il voulait être reporter. Il part alors en école de journalisme, puis ensuite se spécialise en documentaire cinéaste. À 22 ans, il commence à travailler en tant que réalisateur dans sa première agence de pub, Fred et Farid, à Paris. Depuis, il a réalisé de nombreux clips, dont Peupleré de Clément Froissart qui a obtenu le prestigieux Staff Peak. Il réalise notamment des pubs et des documentaires, dont Until Tomorrow sur le monde de la glisse qui est juste un bijou. Après avoir pas mal bougé, il vit actuellement à Biarritz avec son amoureuse et son nouveau-né de quelques mois. Il vient de créer sa propre boîte de production, Humans, et a écrit un long métrage qui, j'espère, verra bientôt le jour sur nos grands écrans. Dans cet épisode, Thibaut s'est confié à cœur ouvert et nous amène encore plus loin dans le monde des émotions. Nous avons parlé de son hypersensibilité et sa capacité à observer les autres, ce qui l'a amené notamment à faire ce métier. Le besoin de vivre dans les extrêmes pour mieux se comprendre et trouver son équilibre. Il revient sur ses crises d'angoisse et son rapport à la peur, et nous parlons notamment de l'importance du corps et d'une bonne alimentation, mais aussi de sa fureur de vivre. Il nous partage ses addictions et comment il les appréhende aujourd'hui pour en faire une force. Thibaut est de ces humains qui vous touchent de par sa sensibilité et sa générosité. Je le remercie grandement pour tout ce qu'il nous partage avec tant de profondeur. Comment trouver l'équilibre entre les extrêmes ? Pour que ce podcast porte tout son sens, j'ai décidé de le faire en mouvement. Laissez-vous embarquer par les sons environnants. Bonne écoute! Bonjour Thibaut. Salut. Merci d'être là aujourd'hui pour ce troisième épisode de Mouvement. Je t'en prie, avec plaisir. Juste pour situer aux gens où on est au phare de Biarritz, plutôt fin de journée, et on va marcher tout le long de ce podcast pour être en mouvement. Ce que je te propose pour commencer Thibaut, c'est de savoir où t'en es justement par rapport aux émotions. Est-ce que pour toi, ça serait facile de les identifier, de les définir, ou ça te paraît quelque chose de plutôt complexe et abstrait ? Eh bien, je crois que j'arrive assez facilement à cibler en tout cas celles que je ressens. En revanche, j'ai plus de mal à les contrôler parce que j'ai une personnalité très... Comment dire ? Je fais des gros ascenseurs émotionnels, tu sais. Tu peux autant être dans extrême. Le up total voilà. Et dans le down. Ouais, j'ai une tendance à être un peu radical avec les émotions. Et donc j'en suis au moment où je me rends compte de ça et je travaille dessus. Voilà. Quand tu dis que tu travailles dessus, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai appris à un peu mieux me connaître, à essayer de ne pas trop écouter mes émotions quand elles débordent parce que je sais que c'est, une exagération qui... Je sais pas comment expliquer ça. Mais... Est-ce que du coup, c'est-à-dire que ça veut pas dire que tu exagères moins tes émotions, ou en tout cas, elles ne s'exagèrent pas moins. Par contre, tu arrives à mieux comprendre pourquoi elles s'activent. Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire ? Ouais, que j'arrive mieux à comprendre en fait que si je rationalise,
quand je vais ressentir une émotion très forte, sans doute que la justesse est un peu en dessous et que donc je dois passer par un effort de rationalisation pour éviter d'être excessif et d'avoir des réactions excessives. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as des tips, des outils justement qui te permettent de prendre conscience que ok, là je suis en train de trop monter, c'est trop intense, il faut que j'active ma rationalisation? Parce que quand tu es pris dans l'émotion, c'est clairement difficile de se dire attends, d'en sortir, ouais. Eh bien les tips, c'est un peu de l'hygiène au quotidien, quoi. C'est d'essayer de pas associer un profil comme le mien un peu extrême à des addictions, parce que c'est là où on tombe, je trouve, dans la perte de contrôle. Et en ayant une hygiène de vie plus saine, en mangeant mieux, en faisant du sport, en apprenant à respirer, on se contrôle plus naturellement. Et après, je crois, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est aussi de lire des bouquins. Et tu as des bouquins à nous conseiller? Ou en tout cas des livres qui t'ont marqué, qui t'ont aidé? J'en ai plein, mais alors spécifiquement, en fait, c'est pas forcément des bouquins qui ont directement pour sujet les émotions. Mais c'est plus des bouquins qui donnent un peu de relief et de perspective à la vie. Et alors là, par exemple, en ce moment, je lis un truc, c'est un peu pompeux, mais vraiment je kiffe, c'est Les Misérables de Hugo. Ah ouais. Parce que c'est un gros classique. Et dans chacun de ces personnages, il y a des traits, il y a des philosophies, il y a des états d'être. Et tout ça, ça aide à se construire un peu des règles de vie. Et avoir des principes moraux, quoi. Là, tu parles de personnages dans Les Misérables, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, justement, de par ton métier, j'imagine que tu observes beaucoup les autres, est-ce que justement d'observer comment les gens gèrent ou pas leurs émotions, ça t'a appris à mieux, toi, te comprendre? Ou non, ouais. C'est pas du tout un process Ouais, si, à fond. En fait, j'ai beaucoup appris en écoutant des gens qui étaient déjà passés par le même genre d'état d'être, quoi, et qui, du coup, quand on les écoute, ça permet de gagner du temps, on va dire. À chaque émotion, je pense que je pourrais associer des personnes, des rencontres de mon parcours qui m'ont appris. Je sais pas, par exemple, si on parle d'amour, évidemment, ouais. C'est dans mes histoires amoureuses que j'ai appris. Parce que quand on est adolescent, par exemple, on se laisse complètement submerger par ça. Et puis en vieillissant, on apprend à contrôler un peu plus l'amour, quoi. Et tout ça, on apprend aussi au contact de personnes qui sont plus mesurées, qui sont plus sages, on va dire. Ouais, donc tu apprends autant parfois dans la difficulté, notamment par exemple dans des relations amoureuses, notamment des ruptures. Ouais. Et tu peux aussi te laisser inspirer en échangeant avec des personnes qui ont peut-être un peu d'avance sur toi. Oui. Okay. Ouais. Et du coup, j'aimerais voir en fait, parce que donc là tu as 34 ans. Ouais. Si on revient au petit Thibaut, ouais. Est-ce que déjà tu as pas mal de souvenirs sur ton enfance ou pas du tout? Oui, j'en ai pas mal. Ok. Et est-ce que tu te rappelles, ou est-ce que tu pourrais nous dire justement quel petit Thibaut, peut-être avant 10 ans et après 10 ans, t'étais, notamment par rapport à tes émotions? Est-ce que tu as des souvenirs qui te reviennent par rapport à ça? J'étais très sensible. J'étais un gamin très sensible. Okay. Très rêveur, très intérieur du coup. Globalement plutôt très heureux aussi. Ouais, comment me décrire quand j'étais petit? J'ai l'impression que j'étais un gamin, comme j'étais un peu rêveur, un peu intérieur, très sensible à la moindre agression extérieure. Je pouvais vite être surpris par la violence de la réalité, quoi. Et puis je vivais à la campagne, donc je vivais vraiment dans une sorte de bulle de monde de bisounours, quoi. Et après je suis arrivé à la ville quand j'étais en CM1. Ok. Et à partir de là, j'ai découvert que la vie pouvait être un peu plus rugueuse. Mais, je suis resté très heureux malgré tout, hein, mais voilà. Mais du coup, tu étais un peu plus à vif de par ta sensibilité. J'étais plus à vif, plus impressionné par la ville. Je pense que la ville, c'est toujours un truc de toute façon pour moi que j'ai du mal à parfaitement appréhender. Enfin, quand j'y reste trop longtemps, ça me rend un peu cinglé. Parce que je trouve que je me sens vite asphyxié dans les villes, en fait. Et j'ai l'impression que même littéralement, une ville, c'est une asphyxie, quoi. Qu'il y a du béton partout, qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de... Et je le ressens très fort. Mais ça, c'est parce que je suis un blédard à la base, quoi. Au niveau quand tu parles de sensibilité, voire même d'hypersensibilité, c'est un terme que tu utilises ou...
Bah oui, sans doute. Ouais, je crois que c'est intimement lié au fait que je fasse ce métier aujourd'hui, quoi. À la base, j'ai été hypersensible, j'apprends à le devenir de moins en moins. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est paradoxal. Parfois, je suis hypersensible, parfois, je deviens au contraire, comment on dit, asensible, enfin, Comme anesthésié émotionnellement. ouais, anesthésié émotionnellement. Et je passe de l'un à l'autre. On a souvent cette image que quelqu'un d'hypersensible, c'est forcément quelqu'un qui va pleurer facilement. Ouais. Toi, c'est une des définitions, une des explications que tu donnerais à l'hypersensibilité? Bah, je trouve ça un petit peu réducteur, mais je pleure très facilement, hein. Enfin, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et tu es d'accord que quand on est un homme dans notre société, même si les choses et les codes changent, pour un homme, c'est pas forcément bien vu de pleurer. Ouais, mais effectivement, ça change. Merci Obama, quoi. Genre, non, mais c'est vrai, il y a plein d'hommes qui pleurent maintenant et c'est présenté de manière élégante alors qu'avant c'était un signe de faiblesse. On apprend petit à petit qu'en fait la sensibilité ça peut être une force quand on l'utilise à bon escient et que ça nous rend humains en fait. Donc, ça, tu l'as compris quand, que la sensibilité ça pouvait être un atout? ça c'est sur le tard parce que quand on est ado en tant que garçon c'est vraiment pas un truc à admettre. Ou alors on passe un peu pour un nerd quoi. Et puis je pense que c'est un truc qu'on comprend petit à petit, on le comprend jamais parfaitement mais ça grandit quoi. En vieillissant on peut devenir de plus en plus à l'aise avec soi-même si on cherche à s'accepter quoi. Quand tu parles de la tristesse du coup et notamment des pleurs, si on revient au petit Thibaut et à son évolution, tu dirais, il y a deux parts ta personnalité, tu es sensible, Ouais. mais est-ce que dans ton environnement familial, et peut-être aussi ton père, du coup, la figure paternelle, c'était bien vu de pleurer, ils t'ont incité à accepter tes émotions? Je saurais pas trop me souvenir de quelle était leur attitude à l'égard de ça, quoi. Mais mon père est quelqu'un d'assez poète. Il écrit des bouquins maintenant. C'est pas un écrivain à la base, hein, mais sur le tard, il s'est mis à écrire parce qu'il aimait beaucoup le théâtre. Donc c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec le fait d'exprimer des émotions pour le coup. Et ma mère, elle est artiste. Donc ouais, c'est pas des gens qui étaient réticents quoi à ça ou qui justement voyaient le truc du petit garçon qui doit se comporter comme un petit dur quoi. Non, j'ai pas eu ce problème-là. Ouais. Mais du coup, tu disais à ado que c'était pas forcément évident pour toi d'accepter cette part-là. C'est à l'égard des autres garçons ça plutôt. Parce que tout à l'heure oui, tu me disais oui, t'as grandi avec des filles et tout. Ouais. Et donc ça c'est vrai que face à des garçons un peu plus teignes et tout au collège, au lycée, il faut afficher une certaine posture quoi. Alors du coup je l'ai fait mais sans trop de violence non plus. Moi ça m'a appris à travailler ce côté-là au contraire à ce moment-là. Et voilà, je fais du rugby quoi. Tu disais j'ai pas fait ce métier par hasard. Est-ce que tu te rappelles, donc tu as d'abord commencé par des études pour devenir reporter? Ouais. Alors moi je fais un lien quand même, parce que j'imagine le petit Thibaut sensible, voire hypersensible, qu'observe du coup. Plutôt introverti je t'imagine, mais c'est peut-être... Introverti, ouais. Et du coup, comme tu observes le monde, bim, ça t'a donné envie d'être reporter et d'aller à la rencontre, de découvrir. Ouais. Est-ce que c'est ce lien-là ou... Ouais, c'est sans doute ce lien-là. Après, moi, je fantasmais vachement le truc parce que j'adorais, quand j'étais petit, mes héros, c'était Tintin, Indiana Jones. C'était que des profils un peu aventuriers, comme ça. Et il y a 2 pigeons qui copulent. C'était que des profils un peu aventuriers. Du coup, je rêvais de faire l'aventure. Et il y a quand même, au début, quand j'ai commencé à voyager un peu et tout, un truc qui m'a surpris, c'est que je me suis découvert plutôt peureux, quoi. Et donc c'est pas facile de faire l'aventure quand on est peureux. Et puis en fait, c'est comme tout, ça s'apprend. Et au contraire, ça la rend encore plus, ça la pimente la peur après quand on arrive à la canaliser parce que ça fait ressentir le truc d'autant plus fort, quoi. T'arrives à identifier tes plus grandes peurs dans la vie? Mes plus grandes peurs dans la vie, je pense que c'est la peur de la mort. Hein. Ok. J'aime bien la vie, donc c'est la peur de la mort. Ouais. Et la peur de la mort et de la mort de l'autre, de la mort de mes proches. Mais oui, c'est ça. Et elle peut t'envahir et parfois même te bloquer ou... Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé, j'ai fait des crises d'angoisse où j'avais du mal à respirer. Ta première crise d'angoisse, c'était justement suite à une forte peur? Je ne crois pas.
Tu t'en souviens plus de ta première crise d'angoisse? Non, mais j'ai même l'impression que je peux plus facilement faire des crises d'angoisse quand je suis pas en danger que quand je le suis. Quand je me mets en danger, quand je suis dans des situations de vie plus précaires, je suis hyper excité et je me sens pleinement en vie. Du coup, j'ai pas le temps d'angoisser et j'angoisse quand je m'ennuie en fait. Ah, quand ton cerveau a du temps. Comment ça va du temps, ouais. Là, tu peux tricoter plein de peurs. Ouais, exactement. En fait, ce que tu nous dis, c'est que tu as plus peur à l'idée d'eux quand tu as du temps et que la situation de danger n'est pas réelle. Ouais. Alors que quand tu es confronté à une situation potentiellement dangereuse ou précaire, comme tu disais, là, tu gères. Ouais, parce que quand je suis face à une situation dangereuse, je rationalise étape par étape pour savoir comment me sortir de ce pétrin. Alors que quand je fantasme une peur, là je peux devenir très irrationnel et extrapoler quoi. Et quand on extrapole, on peut se mettre dans des états pas possibles tout seul. D'où les crises d'angoisse. D'où les crises d'angoisse. Et aujourd'hui, là dernièrement, tu as fait des crises d'angoisse ou c'est quelque chose qui est plutôt révolu chez toi? C'est de moins en moins fréquent, mais ça m'arrive encore de temps en temps. Et qu'est-ce que tu mets en place? Eh bien, j'essaie de rationaliser à fond. Ok, donc c'est toujours le même outil. Oui, et de me souvenir en fait des précédentes et de à quel point sur le moment j'avais l'impression que c'était vrai et quelques heures, jours plus tard, on se rend compte que c'était complètement faux. Et du coup, de se souvenir de ça, ça permet sur les suivantes de se dire bon je suis en train de me refaire avoir. Moi, j'ai l'impression que c'est presque une sorte de procédé chimique quoi à l'intérieur de nous et que du coup c'est oui, ça a rien de. C'est pas en lien avec la réalité, c'est juste en lien avec une sorte de réaction de, je sais pas, de déséquilibre d'hormones ou j'ai les mauvais mots, hein, mais un déséquilibre intérieur, quoi. Ouais. Et est-ce que les crises d'angoisse, alors je sais pas, avant, après, ça t'a permis d'être peut-être plus à l'écoute de toi et comme une forme d'alarme qui aussi t'a poussé à te poser plus de questions concernant tes émotions, concernant ton corps? Je pense que c'est très fort lié à l'état physique aussi, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi j'ai des sensibilités qui font... j'ai une maladie intestinale qui fait que si je ne la soigne pas, je suis plus sujet aux crises d'angoisse. Et c'est en lien direct. Donc le truc de l'intestin et le second cerveau et tout, je le ressens vraiment. Tu as quoi comme maladie aux intestins ? C'est le syndrome du côlon irritable, mais ça c'est pas très, c'est pas très sexy dans un podcast. Ouais, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Ouais, je crois que c'est hyper fréquent parce que c'est à cause des... Enfin, moi je me le raconte comme ça, je crois que c'est à cause des dérives industrielles. Et que du coup on a créé un gluten ultra résistant, on a créé des fruits et des légumes qui n'ont plus forcément les nutriments, on a créé des produits laitiers qui sont remplis de merde et du coup les gens les digèrent plus. Voilà. Ouais. Du coup on mange bio quoi. Et justement le fait de par cette maladie de peut-être manger mieux, en tout cas de faire plus gaffe à ce que tu choisis comme alimentation, tu sens que ça peut aussi avoir un impact justement sur ton bien-être, ton équilibre psychique, physique? Ouais, bien sûr. Ouais, dès que je m'alimente mal, je me sens mal. Dès que je m'alimente bien, je me sens mieux. Et ça c'est assez immédiat. Ça et le sport. Et moi c'est la lecture, ou parfois c'est des films, où maintenant je joue un peu de la guitare. Et ça participe au même exercice, c'est de se canaliser, de se focaliser sur quelque chose et d'apprendre et du coup de se sortir un peu de s'ouvrir un peu l'esprit quoi. Ton métier, c'est un métier créatif où tu génères des émotions aux gens. Ouais. Enfin, tu le vois comme ça ? Ouais. Dans le process de création, est-ce que tu arrives à te servir de tes émotions ou justement à y réfléchir en disant là j'ai vraiment envie de surprendre ou là j'ai envie de mettre une atmosphère peut-être plus qui peut susciter de la peur, ou est-ce que c'est quelque chose dans ton process de création Est-ce que les émotions sont induites dans ton processus de création? Ouais, puisque j'aime bien moi quand c'est sur des projets plus perso, c'est d'essayer de dédiaboliser des profils qui sont justement sous emprise parfois de trop plein de leurs émotions, ou de montrer la complexité des rapports humains, quoi. Et donc de dédiaboliser. Je trouve que ce qui est cool en faisant des films ou en racontant des histoires globalement,
C'est d'essayer de raconter son époque et de sortir un peu des clichés et du manichéisme qui prend parfois le dessus, et du coup de raconter des humains comme ils sont avec leurs défauts et leurs qualités. Un peu essayer de défiltrer un peu la société, quoi. De ce que je perçois de toi dans notamment tes clips, parce que c'est là où tu as plus de place à ta liberté, à ta patte, Ouais. et notamment dans tes relations sociales, j'ai la sensation que tu es attiré aussi vers, on peut lui donner plein de noms, mais le côté un peu complexe, un peu dark des gens, des humains. Ouais. Ça a toujours été présent chez toi, ou c'est quelque chose qui est venu suite à des rencontres, des situations de vie? Ouais, c'est venu suite à des situations de vie. Tu peux nous en parler? Ouais, moi je parle beaucoup de choses que j'ai... Enfin, dans les films, les clips auxquels tu penses, c'est des situations que j'ai vécues plus jeune, quoi. Je parle beaucoup d'alcool et de drogue, c'est des choses que j'ai connues, quoi. Et après... Donc que tu as connu personnellement à ton adolescence, jeune adulte, ou tu as été confronté les à... deux. J'ai eu les deux. Je l'ai connu dans mon adolescence et en tant que jeune adulte aussi. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça concerne énormément de gens déjà, et que c'est des sujets qui sont souvent maltraités à mes yeux, parce que soit c'est sensationnaliste, soit à l'inverse c'est angélique, voire fantasmé pendant des années par je sais pas, l'univers rock par exemple, qui faisait un peu l'apologie de l'héros comme si c'était une sorte de sésame pour devenir un génie créatif, ou le LSD, il y a eu ça avec plein de drogues. Moi j'étais fan d'ailleurs de ce genre de film quand j'étais petit, tu vois, les Las Vegas Parano, les trucs comme ça. Et donc je trouve que c'est important d'en parler avec justesse. Et puis après, sur le côté dark, je pense que c'est aussi une sorte de défaut de jeune réal, parce que c'est beaucoup plus facile de faire des trucs dark que de faire des trucs lumineux. Ça fait tout de suite plus waouh, c'est un drame, quoi. Et alors donc ça, j'essaye de le corriger. Au contraire, j'ai envie de faire des choses de plus en plus joyeuses. Du coup, il y a le côté d'aller dans l'extrême, que ce soit par l'alcool, par la drogue, un peu toucher les limites. Ouais. Ça revient à cet extrême que tu peux ressentir aussi dans ta sensibilité. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément aller explorer cette part sombre a priori on a tous, pour justement mieux se connaître, mieux appréhender nos émotions, ou que c'est pas forcément un cheminement nécessaire? Non, je pense que c'est pas du tout nécessaire, et que malheureusement quand t'en es arrivé là, c'est que tu t'es un peu perdu en chemin, quoi. Non, heureusement que non, c'est pas nécessaire. Après, c'est des profils qui sont plus ou moins enclins à ça, aux addictions, quoi. C'est les profils de gens addicts, quoi. Et moi, j'en fais partie, et du coup, forcément, j'ai été fasciné. Mais il y a une fascination un peu dérangeante, qui est cultivée à l'adolescence, parce que c'est censé être un peu cool aussi, et il y a un truc où on peut vite se faire avoir, quoi. Et ça vient aussi des milieux dans lesquels on vit, quoi. Et voilà, moi c'était mon cas. Ok. Ouais. Donc je parle là. Ouais, on a pas mal parlé de la tristesse, Ouais. de la peur. Quelle autre émotion tu pourrais identifier? La tristesse, la peur, la joie, l'amour. L'amour, c'est la plus importante à mes yeux. Pour toi, c'est une émotion? C'est plus qu'une émotion. Le mot englobe plus, mais c'est une émotion. C'est la plus belle des émotions aussi, quoi. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent. Donc c'est ça. Hein. Ouais. Je sais pas. Si, c'est une émotion. En fait, l'amour, c'est plus un sentiment. Ah ouais. Un sentiment, ça dure plus longtemps. Il y a le mental qui est présent aussi dans un sentiment. Une émotion, c'est vraiment une réaction rapide qui ne perdure pas. Par exemple, tu peux avoir l'émotion de la peur, et si ton mental prend le dessus, ça va être plutôt un sentiment d'angoisse. Et là, ça peut durer longtemps. Mais une peur, généralement, tac, ça s'allume et ça redescend. Ok. Donc il y a l'excitation, la dopamine, quoi, comment on dirait ça? La joie. Ouais, la joie, ouais. C'est vrai qu'elle peut avoir plusieurs noms, mais comme tu dis, la joie, l'excitation, l'extase, le nirvana. Le nirvana, ça, j'y arrive pas trop, moi. Faut être vachement plus zen. Mais il y a l'ivresse de vivre, quoi, un truc comme ça. C'est ça mes émotions favorites, c'est la fureur de vivre, on va dire, quoi. Et la colère, c'est une émotion que tu ressens souvent? Ouais. Et tu t'arriverais à dire physiquement comment tu la ressens, qu'est-ce qu'elle vient de dire et qu'est-ce que t'en fais?
Eh bien, je la ressens souvent, je sais pas, je suis bougon, quoi, on va dire. Tu vois, et ça, je sens. Boudes? Alors, j'essaye de pas bouder parce que c'est vraiment ridicule, mais, mais je peux fulminer intérieurement pour des choses qui sont tout à fait anecdotiques. Mais je pense que ça participe au même déséquilibre que j'ai avec les angoisses et tout. C'est juste que je dois avoir un truc qui est un peu mal réglé à l'intérieur et du coup, ça part un peu vite dans les tours, quoi, tu vois. Et donc la colère, c'est pareil. Mais alors ça, je le sais et je m'exaspère quand je suis comme ça. Donc, t'es en colère d'être en colère? Donc je suis en colère d'être en colère et ça devient très compliqué. Tu vois, c'est l'inception de la colère après, quoi. Et donc. Et là, tu fais quoi? Eh bien là, je vais surfer. Ah. Si je peux. Est-ce que ça serait pas une de tes nouvelles addictions? Ouais, si, à fond. Ouais, en fait, je perçois un peu tout. Enfin, quand on a un profil addictif, j'ai l'impression qu'on fait tout de manière addictive. Donc, il y a pas de, même manger sain, ça peut devenir addictif, tu vois. Enfin, donc il y a des addictions qui sont plutôt saines et d'autres qui le sont moins, mais c'est notre rapport aux choses qui est comme ça, quoi, qui est du coup un peu toujours biaisé ou extrême ou voire toxique pour les mauvaises, quoi. Mais le surf, ouais, c'était pour en remplacer d'autres en plus. Ça aide vachement, quoi. Bah ouais. Ça fatigue. Est-ce que du coup, ça a diminué d'autres addictions? Ouais. Bah, ça a diminué. Avant, je faisais la teuf beaucoup trop quand j'étais plus jeune. Et donc, ça a diminué ça. Après, je pense aussi que c'était un engrenage du fait de... Parce que je vivais à Paris et que c'était une vie qui me correspondait pas du tout et j'étais pas apaisé. Et donc je me suis un peu perdu dans ce qu'on fait quand on a 20 piges à Paris, c'est la teuf, quoi. Et donc, quand je suis revenu vivre à Biarritz, de pouvoir surfer à fond et tout, ça m'a un peu sorti de ce truc-là. Et ça m'a fait le plus grand bien. Et il y a aussi le calme, parce que Biarritz, au contraire de Paris, et du coup là aussi où tu as grandi, en fait tu apprécies le calme, tu as besoin de ça. Ouais. Et je t'imagine sur des tournages, la représentation que je m'en fais, c'est le rush, il peut y avoir du bruit, il y a plein de gens à gérer. Ouais. Là, comment tu fais par rapport à ton hypersensibilité? Est-ce qu'il y a tes émotions à gérer, plus celles des autres? Ben, comment je fais? Je sais pas, je deviens un peu cinglos sur un tournage en fait. Mais t'aimes bien? Ouais, j'adore ça. Bah parce que c'est encore un extrême. On est dans une sorte d'état de tension tellement poussé que du coup on sort un peu de soi, quoi. Et puis ce qui est, je sais pas, c'est très excitant les tournages. J'adore. Mais oui, effectivement. Enfin, après j'ai besoin d'être au calme dans ma vie au quotidien, mais je suis très heureux par moment de me prendre un boost comme ça d'activité, de gens et tout. Si au contraire je reste un peu trop dans ma caverne trop longtemps, je tombe dans la déprime, quoi. Donc c'est intéressant, pour cet équilibre, tu vas justement aller chercher les extrêmes qui font partie de ta personnalité. Oui, c'est ça. Le tout est une question d'équilibre, quoi. Si t'es trop longtemps dans genre un tournage qui va durer 6 mois, si c'est possible, bah tu vas souffrir. Ouais. Et si tu restes trop dans le calme, dans une routine, là, déprime. Je vais souffrir aussi, ouais. T'as eu des moments de déprime? Ouais, plein. Et de dépression? Je pense. Mais pas au point, pas comme dans les films, quoi. Où tu restes dans ta baignoire nue, comme ça, en grelottant. C'est vrai qu'on a cette image. Peut-être que tu peux nous donner une autre image plus réaliste de la dépression, même s'il n'y a pas qu'une dépression, mais c'est intéressant de pouvoir mettre des mots dessus. Ouais, bah alors moi, c'était se laisser aller, ne plus avoir envie de sortir, ne plus avoir envie de se lever, ne plus avoir envie de faire... Je me mettais à regarder de manière compulsive des films et des séries. Ne plus avoir envie de bosser, plus avoir envie de rien. Et du coup, au niveau social, tu faisais semblant, tu avais un masque ou tu voyais plus personne? Plus trop envie de voir des gens non plus, mais quand je les voyais, ça me faisait du bien malgré tout. Mais fallait qu'Hélène me stimule, quoi, me force à sortir. Donc Hélène, ta chérie? Ouais, qui m'aide beaucoup. Elle t'aide comment? Bah, elle est beaucoup plus équilibrée que moi. Et du coup, elle m'aide à trouver mon propre équilibre. Elle me calme, elle m'apaise. Elle active ta rationalisation. Rationalisation, comment on dit. Ouais. Oui, elle sait me raisonner quand il le faut. Et puis c'est l'amour dont je parlais tout à l'heure, quoi. Ça aide vachement à mieux vivre, quoi. On se sent plus heureux. Tu es papa aussi depuis 2 mois et demi d'un petit William. Ouais.
J'imagine que c'est un gros chamboulement émotionnel. Comment tu le ressens? Comment je le ressens? On parlait d'apaisement, il n'y a pas de meilleur apaisement que de s'occuper de son enfant, quoi. Genre ça efface un peu tous les problèmes. Après, ça crée un peu une fragilité émotionnelle les premières semaines parce qu'on dort pas beaucoup. Ouais. Et donc, il y a une émotion qui s'est davantage activée à ce moment-là, genre la peur, parce que justement tu es un peu plus vulnérable, un peu plus... Non, mais je suppose que ça doit venir souvent, ça même pas moi, pas du tout. La colère, est-ce que plus irritable? Pas spécialement, comme je suis assez irritable de nature. Tu vois, donc il n'y avait pas de différence. Non, mais au contraire, je pense que ça m'apaise vraiment beaucoup. Okay. C'est très épanouissant parce que même par rapport aux peurs un peu primaires de mourir et tout, dès lors qu'on a des enfants, on a un peu réglé une partie du problème, quoi. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. L'idée de mouvement, justement, c'est de pouvoir déjà parler librement et avec moins de tabous de nos émotions. Donc, je te remercie vraiment pour ta confiance et ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. Tu nous as partagé pas mal de tips et de conseils. Je pourrais en mettre certains en lien, donc des livres, peut-être certaines vidéos ou certains films qui t'ont marqué. Ouais. Est-ce que, pour finir, tu aurais justement... un dernier conseil à partager pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent peut-être se retrouver dans ta personnalité en tant que sensible, voire hypersensible. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu souhaites partager? Je pense qu'il faut assumer son extrasensibilité et en profiter pour vivre à fond plein de choses et pas prendre la vie trop au sérieux. Une citation me vient, si je peux me permettre. Tu me dis si Vas-y. Ça résume ce que tu viens de dire. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une expérience à vivre. Eh ben voilà. C'est dit. Ok, merci. On va s'arrêter là-dessus. Et avant, si les personnes souhaitent découvrir ton travail, elles vont où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Internet. Il faut taper sur les internets. Il faut taper où mon sur les nom internets? Sur Vimeo essentiellement, ou sinon sur le site de Quad ou de Couscous. Et puis, on peut te retrouver aussi sur un nouveau projet où du coup, tu es producteur. Ouais. Producteur chez Humans. Je serai producteur chez Humans. C'est une nouvelle boîte de production qu'on monte avec mon producteur associé Tim. Mm-hmm. Et justement, on s'intéressera pas mal aux émotions parce qu'on s'intéressera aux humains. Donc, à suivre. Il y a aussi un long métrage que tu as écrit et peut-être qu'un jour on le verra sur les grands écrans. Inch'Allah. Donc tu pourras venir nous en reparler. Ouais. Merci beaucoup Thibaut pour ce moment et à très très vite. À très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet échange avec Thibaut Dumoulin. Je vous propose maintenant de revenir sur les points importants qu'il a pu nous partager et d'aller plus loin en vous proposant certains outils. Thibaut nous a parlé d'hypersensibilité, qui est un terme très présent actuellement dans les médias. 15 à 20% de la population serait hypersensible. Je fais une distinction entre l'hypersensibilité, qui revient aux 5 sens, et l'hyperémotivité, qui va être enclin à des ascenseurs émotifs assez intenses. Je vous partage dans les liens un article que j'ai écrit il y a quelques années à ce sujet. Nous parlons notamment de crises d'angoisse qui sont la plupart du temps très effrayantes. Une crise d'angoisse est comme une alarme que notre corps nous envoie, comme un message pour nous dire « Stop, il y a trop de stress là en ce moment ». Cela signifie que votre corps fonctionne bien et qu'il a trouvé le moyen pour vous avertir. Il n'y a aucune séquelle physique ou neurologique, mais les symptômes étant très intenses, cela peut aller jusqu'à la peur d'avoir une autre crise d'angoisse. L'idée est donc de noter tous nos stresseurs et de trouver des solutions pour les diminuer, voire en faire disparaître certains. Je vous partage une métaphore plutôt légère et drôle dans un article pour mieux comprendre les crises d'angoisse et mieux savoir les gérer. La peur à l'idée d'eux. Thibaut nous partage le fait qu'il a davantage peur avant. Alors que face à un danger réel, l'excitation monte et il gère. Vous vous retrouvez peut-être dans ces ressentis.
8% de nos peurs seraient fondées. Tout le reste, c'est notre cerveau qui nous fabrique des peurs. C'est notre mental qui s'amuse avec nous et qui va nous créer des scénarios catastrophes. Si c'est votre cas, voici 2 outils. Le premier, de noter vos peurs à l'idée d'eux avec la date et l'intensité de votre peur. Puis, de noter la conclusion de cette situation. Par exemple, j'ai très peur à l'idée de faire cette présentation, je me dis que mon boss va me virer, je vais me retrouver sans boulot, etc., etc. Conclusion, cela s'est très bien passé. Au fur et à mesure de noter, vous allez vous faire vos propres statistiques et voir si vous avez vraiment besoin de garder cette appréhension. Le deuxième outil est de se confronter à des situations de risque pour entraîner votre corps et votre mental à faire la différence, à sortir de votre zone d'habitude, de confort. Par exemple, par le sport, le surf, le parapente, etc. ou encore de voyager. J'espère que ces outils vous auront aidé et que cet épisode vous a plu, que vous aurez appris des choses et que cela vous aura donné envie de vous mettre en mouvement. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous et vous pouvez me suivre sur Instagram @mathildedepolicepsy. À très vite!